plaisir tout aussi grand que les fois d'avant. Vous savez que l'œuvre de Dumas, les Trois Mousquetaires, en réalité, il y en avait 4. Laissez-moi vous les présenter. Ça va, ça va Daniel? Oui, très bien, oui, oui. Bonne semaine. Bonne semaine. Et je voudrais faire un petit coucou, un petit coup de chapeau à une de nos consoeurs, Sandra Sylvestre Jean-François, qui était finaliste au concours de plaidoirie à Caen. Elle est allée à Caen, donc elle était parmi les 10 finalistes au niveau national. Donc moi, je trouve que pour notre barreau et pour la Martinique, c'est une belle opération et je la félicite. C'est un bel exercice à un moment où on s'exprime par texto, où on a des phrases toutes faites, etc., etc. Bon, c'est un sujet, ça. Emmanuel? Oui, bonjour. Ça va très bien aussi de mon côté. Bon, je voulais faire un petit retour sur une conférence à laquelle j'ai assisté la semaine dernière, qui était passionnante. C'est Elisabeth Moreno, qui est l'ancienne ministre à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, et qui est aussi un personnage très influent sur le plan économique, puisqu'elle dirige de grandes entreprises. Elle a été vice-présidente de Hewlett-Packard. On ne sait peut-être pas suffisamment, mais c'est une femme qui a une influence importante dans le monde et qui nous a raconté son parcours qui est éloquent, une capverdienne, qui rentre dans la vie avec des handicaps énormes et qui franchit les échelons, qui franchit les échelles. Et ça a été une leçon de vie. Moi, j'ai été enthousiasmé par cette conférence, très inspirant. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Très bien. Une belle histoire de vie. Très bien. Christian? Eh bien, ça va très bien. Tu as participé à quelque chose nécessairement cette semaine. Deux petits éléments. Effectivement, je viens d'avoir une pub que j'ai beaucoup aimée. Je pensais même que c'était le cabinet d'Emmanuel. Tu vois, c'est bon, c'est toi. Ça s'appelle Fiche Sabon. F-I-S-H. Sabon. Donc, une pub de poisson. J'ai trouvé ça très bien. C'est foot sabon, fiche que c'est bon et ces poissons bons. Ouais. On pourrait avoir des stratégies comme ça pour la promotion de nos productions locales. Absolument. Par exemple. Absolument. Et puis un petit clin d'œil à José Versol, qui a été honoré hier soir par l'association culturelle Barel Copette, dirigée par Bernard Bolosier. C'est un homme qui a fait tout de même beaucoup. Ouais. Il a produit beaucoup d'albums, il a fait beaucoup de concerts, il a rempli l'Atrium à plusieurs reprises, il est allé un peu partout. Voilà, je veux faire un clin d'œil à ce musicien qui est aussi un entrepreneur. Voilà. Il a eu une grosse dispute avec une artiste et puis s'est réconcilié. Oui, il s'est réconcilié. J'ai trouvé ça magnifique. Tout à fait. Alors, quant à moi, je vais vous parler d'une chose très importante dans ma vie, c'est que j'ai découvert ce qu'on appelle la pétanque. C'est avec un groupe d'amis, on a investi le club de Chelcher au Plateau Fofo. On a trouvé des hommes d'une tranquillité, d'une sagesse, d'une bonhomie qui nous reçoivent, là, comme ça, en plein Fort-de-France, hors la tourmente, hors les problèmes de retraite, ils sont pour la plupart déjà retraités. Un moment magnifique. Passons aux actualités, si vous voulez bien. Il faut que je vous fasse une présentation un peu touristique avant de donner la parole à Christian. Je vais vous parler de l'archipel de la Guadeloupe. L'archipel de la Guadeloupe. Et ces deux plus grandes îles sont séparées par la rivière Salée, c'est le pont de la Gaba. On passe une rivière, puis on parvient à une autre île. Celle de Grande-Terre possède, d'où l'on sort quand on traverse le pont de la Gaba, possède des plages et des champs de canne à sucre. Sur l'île de Basse-Terre, puisqu'à partir de la Gaba, on est sur l'île de Basse-Terre, le parc national de la Guadeloupe abrite les chutes du Carbet et le volcan de la Grande Soufrière. Parmi les îles de plus petite taille, on a les Saintes, Marie-Galante et la Désirade. Bon, ce n'est pas une émission touristique, on fait une émission un peu politique. Je passerai la parole à Christian pour qu'il nous parle des élections qui doivent absolument se refaire à Terre-de-Haut, voilà, le 23 donc avril. On y arrive au 7. On arrive au 7. Vous amenez alors, le maire de la ville s'appelle Hilaire Boudet et le conseil municipal dispose de 19 membres. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a 7 qui sont démissionnaires. Ouais. Donc, plus du tiers, plus 1. Ouais. Or, le code électoral prévoit effectivement que quand il y a une situation comme ça, il faut tout refaire. Donc, le maire, les élections sont prévues, il y a un arrêté qui a été pris par le préfet, et les prochaines élections, c'est le 23 avril et le 29 avril. Voilà. Ouais. Bon, alors, il y a un autre élément aussi. Alors, avant, ouais. je suis agent touristique. Pour se rendre à Terre-de-Haut, il faut forcément prendre le bateau. En revanche, vous avez la possibilité de vous rendre au 7 depuis la ville de Pointe-à-Pitre, ça fait l'Ambert, ou alors Basse-Terre, ou mieux encore, c'est le bourg de Trois-Rivières, je l'ai fait, c'est plus direct. Voilà. Alors, et puis, tout près de Basse-Terre, il y a Cap-Esther-Bello. Exactement.
C'est la deuxième ville qui a une turbulence également. Ouais. Alors, le maire, lui, il s'appelle Philippe Courtois. Et le problème qu'il a, c'est qu'il a tiré des délégations de signature à 2 adjoints, le 7e et le 9e adjoint. Mais pire, ils ont appris ça par une lettre recommandée. Il ne va pas parler. Voilà. Il ne l'a pas convoqué pour Lettre recommandée. Ça n'est pas très Alors, le courtois. maire C'est pas considère... très courtois. C'est pas très courtois, dit Voilà. Emmanuel. Ça peut, voilà. Le maire considère que autour de lui, il y a des adjoints qui d'une part, sont absents, d'autre part, qui n'ont pas démontré leur capacité aussi à gérer un certain nombre de missions, et troisièmement, qui parfois l'engagent, puisqu'ils ont des délégations de signature, dans des dispositifs qu'il n'a peut-être pas choisis. Voilà. Et le maire considère également qu'aujourd'hui, il est à mi-mandat, donc c'est tout à fait normal qu'il puisse aujourd'hui renouveler un petit peu, si vous voulez, son entourage et faire en sorte qu'une stabilité soit réelle, conformément à sa ligne À politique. sa ligne politique, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une ligne politique d'après you pour une commune. Je fais mon pitch d'agent touristique. Situé sur la côte sud-est de l'île de la Basse-Terre, entre Goyave et Trois-Rivières, Capesterre-Belle-Eau, c'est joli comme nom. Hein. C'est joli. Doit son nom à la Capesterre, terme désignant le littoral exposé aux alizés. Et la Belle-Eau, c'est le nom de rivière qui parcourt ces La pays. Guadeloupe, l'île aux belles eaux. La Guadeloupe est belle, la Guadeloupe est belle. C'est tout ce que tu as à nous dire sur le cancan? Non, c'est pas la peine de chauffer. Ouais, c'est pas la peine. Ouais. Alors, en tous les cas, quand les élections vont se faire, on va encore en parler. Nous parlons de notre île sœur, la Guadeloupe, parce que nous l'aimons. Je crois qu'on ne quitte pas la Guadeloupe. On ne quitte pas la Guadeloupe, Daniel, parce que c'est le CIVAD, qui est l'équivalent du SMTVD, Ouais. a été épinglé par la Cour des comptes. Je fais un petit speech. Pitch. Une petite introduction, on va les forcer. Le CIVAD, syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe, présidé par Dominique Biras, vient d'être étrié par la Chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane dans un rapport dont tu vas nous parler. Oui. Alors, je pense que ceux qui nous écoutent ne sont pas très étonnés parce que depuis quelques émissions, on a un peu l'habitude des rapports de la Cour des comptes concernant le traitement des déchets, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, la question des eaux. Et donc, on s'aperçoit que, effectivement, ce sont des organismes qui passent au crible de l'examen de la Cour des comptes. Et là, ce syndicat qui traite donc des traitements des déchets, c'est un organisme qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui est composé de la région et du département. Et cet organisme traite des déchets de communautés d'agglomération et également de communes. Et au plus fort de son activité, elle traitait les 243 000 tonnes de déchets. Malheureusement, comme cela s'est produit d'ailleurs pour le syndicat des eaux en Guadeloupe, il y a un certain nombre d'adhérents qui partent. C'est fou. Et ce qui fait que donc l'organisme se retrouve confronté avec la même configuration à devoir assumer moins de traitement de déchets, donc avoir moins de recettes. Cependant, la Cour des comptes épingle, comme tu as dit, un certain nombre de problèmes, et notamment un qui me paraît important, c'est que parmi les adhérents, il y a des personnes publiques, et il y a des personnes publiques donc, qui doivent de l'argent. À l'heure actuelle, ce syndicat a 15 millions d'impayés. Et parmi ces 15 millions d'impayés, il y a des organismes publics. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'on en arrive là où il y a des organismes publics qui ne payent pas et qu'on ne mette pas en action les procédures pour récupérer les sommes. Ce qui fait la Cour des comptes fait 11 recommandations, dont les 2 dernières consistent notamment pour pouvoir arriver à apurer le passif, qu'on fasse en sorte de mettre les organismes publics qui doivent en demeure de payer. Sinon, c'est le préfet qui devra être chargé du dossier pour pouvoir récupérer ces sommes. Et le dernier point, c'est la question de l'adaptation de l'effectif à la configuration, à l'outil, en quelque sorte. Et donc, plus généralement, moi, je crois qu'il faut, et à la faveur de ce qui a été dit sur le SMTVD à la Martinique, il faut se poser un certain nombre de questions lorsqu'on a ce genre d'outils. D'abord, quand on crée cet outil, est-ce qu'on le dimensionne financièrement de façon correcte? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vraie analyse pour savoir, compte tenu des besoins, compte tenu du fonctionnement, est-ce qu'il y a un bon dimensionnement financier? Parce qu'on s'aperçoit que quelquefois, il y a des dettes qui sont générées parce qu'on avait sous-estimé
le financement de ces activités. Deuxièmement, est-ce qu'il est normal que, souvent pour des raisons politiques, des adhérents puissent quitter comme ça une structure, C'est ça, à mon avis. une structure publique, la mettant en quelque sorte en difficulté, mais majeure, parce que le personnel, il est déjà embauché, les investissements en matière d'usine... 15 millions d'euros, tu as dit. Oui, en matière de matériel sont déjà engagés, et puis vous avez des personnes qui disent, pour des raisons politiques, je m'en vais, et donc qui ne cotisent plus. Et puis, il y a aussi la question, bien sûr, de l'exigence de gestion. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que quelquefois, il y a un certain laxisme dans la gestion de ces organismes. Et donc, moi, je trouve que c'est une façon, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour les déchets, c'est une façon de nous mettre face à nous-mêmes et à notre capacité de pouvoir gérer ce pourquoi nous avons la compétence. Quelques petites précisions. C'est Terre de Haut et Terre de Bas qui ont quitté, Le CIVAD ? l'utilisation du CIVAD, et qu'il existait le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères qui s'est transformé en 2013 en CIVAD avec intention de constituer une filière. Donc les investissements avaient été prévus pour une filière d'utilisation des déchets en méthane, en électricité, en goudron, etc. Bon, il faut reconnaître que, dernière précision, c'est dommage pour lui, c'est quand même le Cap Excellence, présidé par Éric Jalton, qui doit aussi beaucoup d'argent au CIVAD. Voilà. Et le rapport pointe ces éléments. Alors, à eux de répondre, je parle du CIVAD et je parle de Jalton, qu'en réalité, ils ne sont pas déficitaires, qu'on leur doit de l'argent, donc il n'y a pas de problème de déficit. Mais une conception bizarre de concevoir la gestion d'une entreprise publique. 16e conférence de coopération régionale des Antilles-Guyane, c'est Emmanuel qui va nous traiter ça, je lance le sujet. Cette conférence est tenue en Guadeloupe sous la présidence de M. Du Bertrand, qui est un ambassadeur délégué à la coopération régionale. Je précise ça parce qu'on va parler un peu après de diplomatie régionale dont vous voudrez s'emparer, dont vous voudrez se préoccuper, dont vous voudrez s'occuper, dont vous voudrez être responsable, M. Le Chimi. Bon. Et puis avec la participation du directeur de cabinet du ministre des Outre-mer. Je te passe la parole. Oui, donc c'était une conférence qui a lieu. C'est une conférence qui a lieu tous les ans et qui depuis 3 ans n'avait pas eu lieu à cause du Covid et donc qui a repris un peu ses travaux et qui réunit tous les acteurs liés à la coopération dans la grande région caribéenne avec les représentants des collectivités locales pour la Martinique, la Guadeloupe notamment. Et donc c'était un temps anglais, tout le monde. Oui, toutes les absolument. Anglais, et notamment la Grande Caraïbe et la Petite Caraïbe. Et donc, c'était une conférence très intéressante qui a pour but de se pencher sur la notion d'intégration des territoires dans la grande région caribéenne, notamment pour relever les enjeux d'ordre économique, d'ordre sociaux et d'ordre environnementaux. Voilà un petit peu le cadre de cette coopération. Serge Letchimy a fait un discours que j'ai écouté, que j'ai trouvé très bien. J'ai trouvé ce discours pondéré. Donc il a clairement pris position pour être un acteur plus engagé dans la coopération régionale, en appui de la démarche française et européenne. J'ai trouvé équilibré parce qu'il a quand même dit des choses fortes. Il a dit je suis martiniquais, je suis français, je suis européen, mais je suis aussi caribéen. Donc il a quand même fait, je trouve, un discours de synthèse qui m'a paru intéressant. Et je pense que sa volonté est légitime. Ça me paraît assez naturel que la Martinique, la Guadeloupe, ait un rôle plus engagé dans la coopération régionale. Alors, maintenant, quand on rentre dans le détail, parce que j'ai interrogé aussi des chefs d'entreprise pour savoir jusqu'où faut-il aller dans la coopération régionale. Il y a quand même des freins, il y a des bémols à poser, donc je vous les livre tels que j'ai pu les ressentir. Autant c'est important d'aller plus loin dans la coopération régionale pour tout ce qui concerne la mobilité des gens, notamment, d'ailleurs, Serge Letchimy parlait d'étendre l'Erasmus+. Et ça, c'est tout à fait une bonne chose. Il faut vraiment aller vers ça. Autant il y a des coopérations pour tout ce qui relève des défis environnementaux régionaux, je pense au Sargasses. Donc là, il y a des chantiers. La santé également, il y a eu des propositions qui ont été faites pour créer des plateformes communes des ARS et des CHU dans la grande région. Là, on est vraiment sur des sujets importants. La sécurité civile, la catastrophe naturelle. Exactement. Donc là, ce sont de vrais sujets.
Et là, Selejimi a raison de pousser ces pions. Et puis, il y a la coopération purement économique avec deux logiques. Que là, il y a un bémol, parce qu'il faut comprendre qu'en réalité, les pays du CARICOM qui voudraient que le grand marché régional caribéen intègre les Antilles françaises, ces pays, en réalité, ont des capacités de production et de livraison de leurs produits qui sont bien plus importantes que les capacités de nos territoires d'outre-mer. Et ils ont un objectif majeur, c'est de percer les barrières européennes. Donc c'est ça l'enjeu. Et donc, alors, imaginons qu'on ouvre ce marché sans rééquilibrer les choses. On aurait là, pour le coup, des échanges totalement déséquilibrés avec un envahissement des produits sur nos territoires qui finirait d'anéantir la totalité de notre tissu industriel. Ça, c'est une vraie menace. Ça a été bien mesuré. Donc là-dessus, il faut faire attention quand on dit « ouvrons les marchés ». Il y a quand même une protection qui est une protection européenne. Il y a des normes, les produits répondent à des normes, etc. Donc si on lève ces normes, ça nous met en danger. Et par contre, ça n'empêche pas une coopération économique d'une autre dimension qui pourrait consister à aider nos entrepreneurs à aller investir directement dans les pays de la Caraïbe. Là, il y a une réflexion à mener et j'imagine que les services de M. Selejimi y songent. Moi, ce qui me surprend, c'est que M. Selejimi sait quand même que la diplomatie, comme il dit, même si c'est la diplomatie cordiale ou d'une géographie cordiale, il n'emploie des mots très pondérés, on relève de la souveraineté de l'État. Il connaît le caractère centralisateur et de la République française et de l'État français. Donc il pousse le bouchon. Qu'est-ce qu'il y a derrière? À quoi il s'attend? Est-ce qu'il veut... Je suis assez perplexe. Je veux savoir ce qu'il y a dans sa tête. C'est bon, Darcy, vous allez voir ce qu'il y a dans le ventre de Bécaye à un certain moment. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans la tête de M. Chimi quand il dit à l'État français, laissez-moi faire la diplomatie pour vous. Enfin, soit c'est... La vraie solution, mais est-ce qu'on en est là? Ce serait d'une vraie coopération Martinique-France pour assurer une coopération régionale. Je pense que c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite être associé plus activement. Voilà, mais il faudrait réussir à ce qu'ils s'entendent correctement, qu'ils s'alignent. S'entendent avec ceux de la... Parce que la Martinique soit le point avancé de la France et de l'Europe, ça me paraît être une bonne chose. Et que Serge Letchimy, en tant que président de collectivité, soit le bras armé de cette diplomatie, ça a du sens. Excuse-moi, vous avez vu comment M. Macron a pris dans ses bras Mme Mia Mottley, pendant que Letchimy parle de diplomatie régionale. Dans ça, le Macron dit, bon, c'est moi, la barbade, c'est moi, vous, Mia Mottley, dans mes bras, ma chérie. Je crois que c'est la réponse du berger à la bergère. Enfin, je fais des suppositions. Ce n'est pas bon de faire des suppositions. Moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle la méthode Orville. Donc, vous savez que Max Orville a pris son mandat en cours parce qu'il a remplacé un député qui est rentré au gouvernement, donc un nom compliqué que j'ai oublié, peu importe. C'est de Max qu'on va parler. Et il a lancé une alerte sur la faible consommation des fonds européens. Les fonds européens, on ne va pas faire la description dans le détail, ils sont nombreux, ils sont multiples, il y en a d'énormes. Les principaux sont le FEDER, le FSE, qui veut dire Fonds social européen, le FEAMPA, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEADER, Fonds européen agricole pour le développement. Ce sont les essentiels. Et puis, à côté de ces fonds, il faut que l'on sache que ça représente beaucoup d'argent. Il y a des programmes européens auxquels on peut se rattacher par le biais d'associations Loi 1901 qui existent, sans nécessairement passer, comme pour ces fonds, par une collectivité. Il y a donc une capacité énorme de financement de l'Europe. Et je pense que M. Orville a raison de signaler que 50% de ces fonds ne sont pas utilisés, que même si on annonce officiellement que 70% des fonds ont été programmés, que dans la pratique, ils ne sont pas utilisés et que parfois même ça tombe à zéro. Et il prend l'exemple de Guadeloupe où 0% au jour d'aujourd'hui, 0% des 638 millions programmés pour l'exercice ne sont pas utilisés. Et il dit comment cette année, si au mois de mars, on n'a pas encore programmé une partie de ces 638 millions, comment arrivera-t-on à 100% des 638 Il prend l'exemple de la Guadeloupe parce que l'article, je l'ai choisi sur un organe, la référence, je l'ai choisi sur un article de Guadeloupe. Et il donne des pourcentages. La Guadeloupe, en 2014-2020, parce que ça les tranches temporelles de ces fonds, a utilisé 56% des fonds FEDER, 31% du Fonds social européen,
38% des fonds pour la jeunesse et 30% du plan de relance européen, un plan particulier qui avait été pris pour faire face aux problèmes économiques de la pandémie. Alors qu'on parle ici de chômage, de la nécessité d'avoir une banque d'investissement, etc., je crois qu'il a mis le doigt sur le problème. À mon sens, il a la dynamique de... Comment s'appelait ce député réunionnais? Omarjee, Younous Omarjee. Younous Omarjee. Omarjee, il a la même dynamique, qui a été réélu d'ailleurs brillamment. Je crois que Max Orville fait du bon boulot. En tous les cas, il va bientôt faire un colloque avec une flopée de ministres, de députés, européens, de chefs de service, de responsables, où seront traitées les questions d'emploi, de transition écologique et de transition énergétique également, ainsi que de l'éducation, pour cause. Je me souviens que j'avais interviewé Max Orville sur une chaîne, je dis son nom, sur Zouk TV, et on parlait d'éducation. J'avais une émission qui s'appelait Quart d'heure de vérité. Et je lui avais dit, mais pourquoi tu ne fais pas de la politique? Parce que tu as un discours politique. Et puis quelques années après, je le revois, élu député européen, je me dis, ben, le temps passe. Je saisis l'opportunité, puisque tu parles d'éducation et de l'Europe, pour signaler qu'il y a un certain nombre de collégiens martiniquais qui sont actuellement partis en Europe dans le cadre du programme Erasmus. Et qu'on a d'ailleurs vu, Max Orville à la télé il y a pas si longtemps. Alors, pour les femmes inemployées, il a prévu des mesures qui tiennent compte de leur situation, de garde de leurs enfants. Également, il y a un travail qu'il veut faire pour que les... Vous aurez vu que, comme ça, devant vous, publiquement, je remets en place mon oreillette. Des projets en faveur de l'emploi, notamment essayer de réinsérer les drogués, enfin, traiter de leur situation pour qu'ils puissent... donc il faut un travail colossal. Le travail que fait le professeur Charles-Nicolas avec des faibles moyens, mais je pense qu'il faut multiplier pour les Antilles, pour l'outre-mer, où le problème est le même, Saint-Martin, Mayotte, c'est colossal. Oui, non, pour aller dans ton sens, ce colloque qui aura lieu au mois de juin, sa démarche est très intéressante. Tu parles de méthode Orville. Pour préparer ce colloque, il a fait quelque chose de très nouveau. Il a organisé des tables rondes locales pour avoir des remontées des acteurs du terrain qui sont consignés. Donc il a déjà une série de documents qu'il va remettre aux députés européens qui viendront lors du colloque pour que la réflexion soit menée sur des situations réelles, vécues localement. Il a fait sur l'emploi, sur l'éducation, sur la transition énergétique, sur tous ces sujets qu'il va aborder. Et donc c'est une méthode extrêmement intelligente, extrêmement participative et très prometteuse. Avant que je n'oublie, quelle relation entre ce groupe de Max Orville qui s'appelle Renaissance et puis le groupe du président de... Alors ça, c'est Renaissance Martinique a été créé bien avant que le mot Renaissance n'existe. C'était le nom de son groupe quand il est parti aux élections de la CTM. Ouais. Donc, et à cette époque-là, au niveau national, Renaissance n'existait pas. Ce n'était pas du tout un terme politique. Et cette marque Renaissance parti présidentiel est venue bien après. Et donc là, il y a un petit conflit de marques, puisqu'il y a une grande confusion malheureusement. Mais Renaissance Martinique, c'est réellement quelque chose de déconnecté de Renaissance France, même s'il y a quand même une proximité, il faut bien dire, puisque Max Orville est un centriste, il appartient au MoDem, et donc il est dans la galaxie de cette majorité présidentielle. Donc c'est pas trop grave. Avant que nous parlions des problèmes de société, je pense qu'il est indispensable d'avoir un jingle. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, l'intelligence artificielle réactive la rengaine des robots voleurs d'emploi. Différemment dit, si les machines ne feront pas tout à l'avenir, elles sont capables de réaliser de plus en plus de tâches de travail toujours de plus en plus morcelées. Moi, c'est au plus gros travailleur d'entre nous que je confie. Alors, là, tu poses une question qui tombe à point nommé. Et la réflexion, si je prends un peu de hauteur, c'est de dire il y a deux grands sujets aujourd'hui qui bouleversent un peu la France, puisqu'il y a une actualité nationale avec notamment le 49.3, entre, d'une certaine manière, l'ancien monde qui est attaché au sujet des retraites, et puis le nouveau monde qui est préoccupé par l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le mode du travail. Et là,
on se dit qu'est-ce qui va réellement changer la vie des citoyens? Oui. Est-ce que c'est la retraite telle qu'elle est modifiée, enfin, donc la réforme? plus de travail, plus longtemps. Exactement. Ou est-ce que c'est ChatGPT et toutes ces évolutions? Bon. Et très clairement, les observateurs aujourd'hui disent on focalise sur un sujet qui est celui de l'ancien monde, mais on passe à côté du vrai sujet qui est en train de bouleverser complètement le monde du travail, parce que réellement, ce qui nous arrive à travers les nouvelles technologies de l'IA sont en train de remettre en question tous les paradigmes du travail et sont en train de remettre en question l'existence même du travail. On en est là. Il y a des bouquins qui commencent à sortir et à faire l'analyse de la situation. L'IA qui est au service de la pensée régénérée, enfin, générative, notamment ChatGPT, mais il y a aussi des formules équivalentes pour tout ce qui est génération d'images, de vidéos, enfin, donc avec des évolutions qui sont radicales. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais hier, ChatGPT a sorti une nouvelle version qui s'appelle GPT-4, qui est 1000 fois plus puissante que celle dont on a parlé sur ce plateau il y a quelques semaines, et qui est proche de la pensée humaine. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, avec des enjeux concernant l'emploi qui menacent réellement toute une série d'emplois portés par le cognitif. J'écoutais ce matin un reportage qui disait que GPT-4 a fait un examen pour devenir avocat et est devenu avocat haut la main en répondant aux questions de très haut niveau sur ces examens, bon, etc. Donc voilà le sujet. Alors, on sait qu'à chaque révolution, il y a une destruction de l'emploi qui est compensée par la création de nouveaux emplois. C'est ce qu'on appelle c'est la théorie de Schumpeter, qui a complètement théorisé ça. Une nouvelle technologie, une création technologique s'appuie sur la destruction de l'ancienne technologie. Et jusqu'à présent, elle a réussi à compenser par de nouveaux emplois avec une phase de crise qui est le temps de l'adaptation. Et effectivement, à chaque révolution, il y a toujours une crise qui est plus ou moins lente, plus ou moins longue dans le temps, et qui jusqu'à présent a fabriqué des emplois en nombre supérieur. Il y a quand même parce que les nouvelles technologies augmentent la productivité, augmentent tout ça. La question qui se pose concernant l'IA, est-ce qu'on est exactement dans le même schéma? La question est ouverte. Va-t-on détruire des emplois pour en créer de nouveaux? Moi, ce qui m'inquiète réellement, c'est que ces nouvelles technologies vont s'attaquer à un monde du travail qui est bien plus vaste que les technologies précédentes, puisque c'est tous les métiers du cognitif. Et donc, c'est l'essentiel des métiers. Et donc, il y a de vrais défis. Je crois qu'il y a une vraie organisation, une vraie réflexion à mener au niveau politique, au niveau des États, pour modifier nos sociétés à l'aune de ces grandes ruptures technologiques. C'est peut-être maintenant que peut revenir sur la table le débat sur le revenu universel. Enfin voilà, ça remet en question beaucoup de conception même du rapport de l'homme au travail, parce que peut-être que des tâches qui sont nécessaires pour faire bouger la société ne seront plus remplies par des hommes et par des machines. En tout cas, on s'oriente peut-être vers ce schéma-là, et ça doit nous aider à modifier notre regard sur la société. Oui, alors mais sur cette question aussi, les avantages, prenons la question de la pénibilité. On peut se demander si justement grâce à l'intelligence artificielle et aux robots, il n'y a pas certaines tâches répétitives et que justement que dans le débat des retraites, c'est ce qui est apparu, que certaines personnes trouvaient que au niveau du travail, c'était à la fois pénible et à la fois répétitif. On pourrait considérer qu'on se réoriente vers une formation des personnes pour d'autres métiers en laissant les machines faire les métiers, disons, le plus pénibles. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il faut plus maintenant essayer de concevoir la société de demain où ce qui est moins enrichissant soit réservé aux machines, pour simplifier, et qu'on réserve aux humains la possibilité d'avoir cette partie créative. Mais malheureusement, alors sur le principe tu as raison, mais malheureusement ce qui nous arrive, ce n'est pas des technologies qui vont aider ou faciliter les tâches répétitives et difficiles,
ce sont des technologies qui risquent de rendre obsolète même le cognitif. Ouais, c'est ça le sujet. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien plus profond. Puisque c'est quelque chose d'essentiel. Et la question, c'est... Le cerveau sera... c'est la question de l'obsolescence du cerveau qui est posée. Nous sommes déjà en pleine culture. On va entrer au cœur de la culture avec un jingle. La Fondation Clément vous invite à découvrir 2 nouvelles expositions et profiter de ces visites commentées. Une pinacothèque est, boum. Oui, moi je trouve que quand on a, avec le contexte dans lequel nous vivons, quand on sait qu'on a à notre disposition cet espace qui est la Fondation Clément, avec le jardin, où dans ce jardin il y a les sculptures, donc il y a le jardin des sculptures, mais où il y a ces 2 espaces, le musée qui existait déjà et la pinacothèque qui a été créée, sans compter la partie qui concerne les spiritueux, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais donc sur 2 expositions. Alors, l'ancienne salle, qui n'est pas très vieille, mais qui est donc un musée qui répond à toutes les normes internationales de grands musées, reçoit un Cubain, qui est un Cubain qui est reconnu, qui a une notoriété internationale. Il s'est formé à la Havane, il est actuellement, donc jusqu'au 2 mai, il occupe toutes les salles de ce musée. Et c'est quand, par exemple, vous voyez là, vous voyez à l'écran, donc cette tête qui est faite avec des briques de bois. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup les matériaux recyclés et qui est animé par le fait qu'il veuille représenter la souffrance des Noirs et en même temps la mémoire de l'esclavage. C'est pour lui des éléments qui sont importants. Et ce qui m'a frappé, c'est la correspondance. C'est là où on sent le côté caribéen qui nous rapproche. Parce qu'au niveau des matériaux, par exemple, ça ressemble à de la tôle ondulée à certains moments, comme le bois. Les installations, ça nous parle, parce que c'est des choses que nous vivons. Donc moi, j'incite vraiment à aller voir, donc il s'appelle Roberto Diago, et donc c'est quelqu'un qui est important au niveau caribéen et au niveau international, que nous avons la chance de pouvoir visiter gratuitement. Et puis, 2e salle, donc c'est la Pinacothèque. La Pinacothèque, pourquoi Pinacothèque? Parce que la Pinacothèque va montrer uniquement les œuvres que la Fondation Clément possède. C'est donc une exposition d'art contemporain. Et donc, il y a, à l'heure actuelle, des artistes de la Martinique, de la Guadeloupe, d'Haïti, de Saint-Domingue. Et comme la Fondation Clément a 800 œuvres, elle est propriétaire. Et donc, ça va tourner. Et donc, en mois d'avril, normalement, on devrait avoir de nouveau. Et donc, il y a 2 avantages. Il y a un avantage pour les artistes qui disposent de la seule salle d'exposition d'art contemporain à ce niveau-là. Et le 2e avantage, c'est que ça permet aux Martiniquais de se rendre compte de la production martiniquaise, guadeloupéenne, caribéenne, et ça permet aux touristes, qui sont très nombreux à venir visiter à se rendre compte de l'importance de la création de l'art contemporain caribéen. Et je rappelle que toutes ces expositions sont visibles gratuitement, et c'est tous les jours de l'année. Donc vraiment, c'est une manifestation à saluer grandement. 2 choses. La responsable des musées de la Martinique m'avait signalé que l'expression musée est utilisée parfois un peu abusivement pour les salles d'exposition, mais tu as corrigé toi-même, puisqu'à la fin de ton intervention, tu n'as plus parlé de musée, tu as parlé de salles d'exposition. Deuxièmement, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un projet derrière tout ça, c'est tourner vers la jeunesse et même vers l'enfance. Il y a beaucoup d'activités, on n'a pas le temps. Référez-vous au programme qui figure sur le site à l'égard des enfants. Oui. Pour les enfants, formation des enfants, animation pour les enfants, pour les jeunes. Je crois que réellement, on va appeler un chat Bernard Ayotte ne désespère pas de la Martinique parce qu'il a investi touché auprès de nos petits aux têtes grainées. Je ne devrais pas dire ça, ça va être considéré une provocation. Non,
Tête blonde aussi. Tête frisée. Tête frisée, ouais. J'ai choqué personne. Voilà. On va continuer, si vous voulez, sur... Maryse Condé. Sur Maryse Condé. Oui, Maryse Condé, parce que le New York Times lui a consacré un article récemment, il y a quelques jours, un article important, un article dans lequel il y a plusieurs personnes qui sont interrogées, dont Edwige Danticat, qui est une écrivaine haïtienne, mais qui vit aux États-Unis, et qui qualifie Maryse Condé de géant. Et moi, je crois que effectivement, l'œuvre de Maryse Condé est une œuvre qui est multiforme. C'est quelqu'un, d'abord, son parcours est intéressant. Maryse Condé, elle était étudiante en France, ensuite elle a épousé un Africain, elle est partie avec lui, elle a eu un parcours en Afrique, elle a fait plusieurs pays d'Afrique, et elle a produit notamment Ses goûts, qui est le livre qui l'a fait connaître de façon internationale, qui est une saga qui se déroule en Afrique. Et puis ensuite, elle a divorcé, elle est rentrée en France. Elle est venue pas longtemps en Guadeloupe, elle a épousé un Anglais. Ensuite, elle a écrit, et c'est toute, il y a plus de 30 productions de Maryse Condé. Je prends deux exemples pour montrer la diversité. Elle a écrit « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem » pour raconter l'histoire qui s'est passée aux États-Unis, de ces sorcières de ces femmes qu'on a qualifiées de sorcières et qu'on a brûlées, et parmi lesquelles il y avait une noire. Et puis aussi Victoire, la saveur des mots, qui est l'histoire de sa grand-mère, qui était totalement analphabète, mais qui avait un savoir-faire gastronomique extraordinaire. Et à la faveur de ce livre, ça lui permet de présenter sa famille de ce qu'elle appelle les Grands Noirs, c'est-à-dire ces familles guadeloupéennes qui avaient un statut de bourgeois et pour qui la connaissance était quelque chose d'absolument fondamental. Et elle a décliné comme ça un certain nombre de thèmes. Et c'est quelqu'un qui a eu une reconnaissance, alors déjà en 2018, elle a eu le prix Nobel alternatif. Alors alternatif, pourquoi? Parce qu'il y a eu une crise à ce moment-là, il n'y a pas eu le prix Nobel de littérature, et il y a une association qui s'est créée et qui a donc décerné le prix Nobel de littérature alternatif à Maryse Condé. Et ces 4 dernières années, elle a été au Nigeria, à Marseille, en Angleterre, un certain nombre de prix. Et il y a une école, l'école de Sarcelles, le lycée de Sarcelles, qui porte le nom de Maryse Condé. Et ce n'est que justice parce que c'est une femme qui a une écriture prodigieuse. Ouais. Je suis toujours Maryse Condé, noire, femme et caribéenne, et je le resterai, dit-elle au journaliste qui l'a interviewé. Et puis, on va la saluer, puis saluer aussi Aïcha, sa fille qui est notre consoeur. Qui est avocate. Notre consoeur. Et autre commentaire de ce journaliste, les livres de Condé ont souvent offert un nouvel imaginaire, éloigné des standards occidentaux, un imaginaire qui a toujours placé l'univers caribéen au centre. New York Times. Que viva la musica, jingle. Ben, écoutez, on va commencer avec Jean Thierry. On en a parlé la semaine dernière. C'est un homme que j'ai connu depuis très longtemps, puisqu'il a remplacé Simon Jurade à la Perfecta. Oui. C'était un homme discret, c'était un homme pondéré. Enfin, pour ceux que je connais, c'était un homme sympathique et créatif. Il a formé un duo extraordinaire avec Daniel Marie-Alphonsine. On va en parler un peu plus tard, puisque c'est eux qui ont donné l'identité vraiment musicale à la Perfecta. Et il s'en est allé. Personne n'imaginait, parce que c'est pas un bouquet de cabret, pas de fumé, tu vois, je veux dire, les éléments traditionnels qui écoutent la vie des gens. À 70 ans. Il est parti à 70 ans. Alors, je suis allé à sa veillée, à Rivière-Salée. C'était très agréable. Vous savez, c'est au moment des veillées qu'on rencontre tout le monde. Hein. Donc, on a rencontré beaucoup d'artistes. Alors, je vais vous proposer un petit reportage qui a été fait sur lui et que j'ai demandé à Zitata de bien vouloir diffuser pour partager avec les téléspectateurs. D'accord.
fait combien de temps dans la Perfecta? Depuis 78. Ouais. Je ne me rappelle pas d'où ça fait combien d'années, mais nous, au moins 30 ans, il me semble. Donc, je suis guitariste là, guitariste soliste, et rythmique aussi. Donc, voilà. Alors, je le disais, il a remplacé Simon Gurade, parce que la Perfecta, il y a plusieurs Perfecta, il y a une histoire formidable. C'est pour ça qu'il aura... Des centaines de musiciens. Voilà, tu m'as demandé de parler de la Perfecta, mais on n'aura pas vraiment le temps, on va balayer rapidement. Ouais. Et donc, il a remplacé... Alors, déjà, le premier guitariste s'appelait Norbert Eud, après il y a eu Simon Gurade et Jean Tuernal. Et puis, j'aimerais vous dire aussi que la Perfecta, c'est un groupe qui est né en 1970 à Trinité. Et apparemment, c'est une dame qui s'appelait You, je ne me rappelle plus le nom, qui a proposé la Perfecta. Alors, pourquoi la Perfecta? Parce qu'il y avait un groupe, Charlie Palmieri, qui avait un groupe qui s'appelle la Perfecta Combination. Et là, on était très sensibilisés par la musique latino-américaine. Et ils ont choisi la Perfecta. D'ailleurs, au départ, la Perfecta avait une réputation d'un orchestre admirable en matière de salsa. Ils jouaient Ricard Doré, ils jouaient El Gran Combo, ils jouaient Rafi Levitt. Il jouait pas mal de Willie Colon, par exemple, et tous les grands standards de la musique latino-américaine étaient interprétés de manière magnifique par la Perfecta. La Perfecta était dirigée par Daniel Ravo. Daniel Ravo, trompettiste-tromboniste. Au départ, il était trompettiste et après, il est passé au trombone. Et puis, il y avait pas mal de gens, rapidement, Marcel Ravenet, Jojo Tayalé, Alex Bilon, Maurice Marie-Louise. Il y a eu des grandes figures de la Perfecta. Roland Pierre-Charles, par exemple, qui est décédé, qui était un homme admirable. Et puis, on va donc écouter avec les Tony Chasseur. Tony après, vraiment très après. Mais dans la Perfecta que j'ai connue, Tony, c'était vraiment après. D'ailleurs, pour illustrer un petit peu le propos, on va s'arrêter sur une composition de Simon Gurade qui s'appelle Ambition, avec la Perfecta. OK. Un petit élément extraordinaire, c'est que les orchestres existaient beaucoup, mais dans le temps, la radio ne diffusait pas leurs morceaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant 81, ce n'était pas évident. Hein? Oui, et il y a des gens comme Jérôme Ambroisine qui se battaient, ou Georges Montout, pour essayer de créer des petits créneaux de diffusion de musique locale à la radio. La télévision, n'en parlons pas. La Perfecta, c'est aussi une histoire à travers les bals. Vous savez que la Perfecta, il jouait dans toutes les grandes périodes qu'il y avait ici, l'Imperial Période, le Printania, etc., le Miramar. Il y avait une période au Robert qui s'appelait le Miramar. Après la Perfecta était au Terpsichora. Ils ont créé le Club Perfecta. Et c'est dans ce mouvement... Au Lamentin. Tout à fait, au Lamentin. Et que Daniel Marie-Alphonsine est arrivé. Daniel Marie-Alphonsine, qui est un homme qui a marqué de façon indélébile la Perfecta. Il a commencé à remplacer Jojo Tayalé à la basse, et il était pianiste. Et après, il a remplacé Roland Pierre-Charles au piano et à la direction orchestrale. Et Daniel, je pense qu'il a donné la couleur définitive à la Perfecta. On va peut-être écouter une petite chanson qui s'appelle Help Me Baby, qui est aussi une composition de Daniel Marie-Alphonsine, et vous allez voir un petit peu l'évolution de l'empreinte musicale de la formation. Je meurs de foi dans mon lit, tu dois être encore plus jolie. Je n'avais jamais appris à être seul, je t'en prie. Et quand j'ai peur de la nuit, help me and get my baby. I miss you, I need you. Help me and you get my baby. I miss you, I need you. Alors, je prends la précaution de nommer quelques-uns parce que c'est toujours important. Claude Saint-Rosemont, il était tromboniste à la Perfecta. J'ai parlé de Maurice Marie-Louise. Il y a eu Romain Palude, qui était aussi batteur, qui a travaillé avec Paul Rosine. Il y a eu Marcel Chantelly, un homme du Gaumont, un saxophoniste merveilleux, extraordinaire,
qui étaient de la même famille qu'Émilien Antil. Donc, ce sont des saxophonistes. Il y a eu Joël Bozil, il y a eu Michel Godzom. Alors, Michel Godzom, c'est aussi très important parce que Michel Godzom il a fait la Perfecta sortir de l'amateurisme pour le professionnalisme. Il a créé une société, la Sodamu, qu'il gérait avec le club Perfecta. Et les musiciens de Perfecta étaient des salariés. Donc, c'est très important parce qu'au moment où on se bat pour voir le dispositif d'intégration professionnelle, il y a 40 ans, ça s'était déjà fait. Vous voyez? Alors, mais la Perfecta, c'est aussi des ambitions ratées avec Barclay, parce qu'ils sont allés enregistrer chez Barclay. Quand ils ont fait un disque merveilleux chez Barclay, mais c'est là aussi que les souffrances ont commencé, parce que, si vous voulez, j'ai intitulé mon document « Réjouissance et souffrance ouais. ». Parce que vous savez, il y a toujours des souffrances dans les orchestres. Il y a des clashs, il y a des incompréhensions, il y a des intolérances. Et ça, c'est aussi ça, à mon avis, ça alimente l'histoire de la Perfecta. C'est pour ça qu'à côté du bonheur de les écouter, de voir l'identité musicale, il y a cet aspect que les proches de la Perfecta connaissent, ces souffrances. Ces souffrances qui ont généré effectivement le départ de Daniel Marie-Alphonsine. Et puis, bon, voilà, c'est parti un petit peu voilà, dans des conditions assez compliquées. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça subsiste, l'orchestre subsiste. Oui. Il y a même 2 Perfecta. Oui. Il y a celle de Paulo Albin et celle de Marius Priam. Donc, ce qui veut dire que la flamme demeure toujours. Donc, je vais terminer en vous proposant d'écouter Getting Out of the Darkness. C'est sortir de l'obscurité. C'était aussi le concept de Daniel Marie-Alphonsine, qui était un homme qui, à travers ses arrangements, ses compositions étaient modernes, mais aussi à travers ses paroles, était très spirituel et très humain, quoi. Très important. Alors, la Perfecta, c'est aussi des voix, ouais. Les harmonies vocales. C'est très, très important parce que je pense que c'est l'un des premiers orchestres de variété qui a travaillé comme ça, avec 3 voix extraordinaires au départ. Alex Bilon, qui nous a laissé, Marius Priam et Paulo Albin. Paulo qui a toujours été aussi, je veux dire, une lumière, en quelque part, de la Perfecta et qui a contribué à beaucoup de succès de la Perfecta. Donc, c'est aussi ça, c'est très important. Quand on écoute, là, notamment les compositions de Daniel Marie-Alphonsine, qui avait aussi cette attention d'harmoniser les voix. Vous voyez, c'est très important dans l'expression de ce groupe. Et puis, je voudrais faire un petit clin d'œil. À son fils? À son fils, Paco. Ouais. Alors, il s'appelle Paco Malalma. Il a choisi de ne pas s'appeler Marie-Alphonsine, non pas pour créer voilà, des confusions, quoi. Il a choisi un pseudonyme très, très particulier. Et Paco, il me racontait, je disais qu'il est couturier, il est aussi créateur, hein, puisqu'il a travaillé dans la haute couture nationale. C'est très intéressant qu'on puisse voir Paco. Et Paco, il a gardé tout l'imaginaire de son père, toute la technicité de son père. Il me dit, tu sais, quand papa jouait, quand papa travaillait ses morceaux, j'étais assis. Et quand il partait, je refaisais tout ce qu'il faisait. Non mais c'est extraordinaire, hein. Et lui, il a l'ambition de continuer à exprimer cette belle musique. Parce que c'est un grand couturier. Ah oui, mais c'est un musicien aussi. Ouais, il est musicien. Il a sa formation. Il joue, il fait les Bals du Soleil à Paris. Et il vient de temps en temps ici en Martinique. Et moi, ce que j'aime, il a dit, mon père voulait toujours faire de la belle musique populaire. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire, parce qu'on a tendance à dire que c'est populaire, c'est machin. Non, c'est de la belle musique populaire. Et je pense que c'est ce que cette formation nous a donné.
Et je crois qu'ils ont une place de choix dans l'identité musicale martiniquaise. Magnifique. Grande différence entre populaire et populiste, n'est-ce pas? Je voudrais remercier beaucoup Christian, vous remercier tous. Informer nos téléspectateurs que cette émission est visible dans les 48 heures sur la chaîne YouTube ou le lien YouTube de Zitata. Retournez écouter. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et naturellement, ça a été dit, parole à dite quand même. À la semaine prochaine, je vous remercie. Merci la technique, merci tout le monde, merci Petit Jésus. À bientôt. Au revoir.